Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, aujourd'hui on parle de DVD de catch, parce que vu comment vous avez l'habitude de savoir auquel moment je regarde des DVD de catch et auquel je vais sortir, quand c'est pas des DVD de catch, eh ben, ce sont des vidéos auxquelles je regarde concernant les shows payés pour voir. Et il y a mon chien qui vous fait coucou au passage parce qu'il passe par ici. Donc voilà. Donc le DVD auquel on va s'attaquer, Fearless 2012. Donc on va s'attaquer à celui-ci. Je vous promets pas que ça va être court, je vais pas vous le promettre parce qu'à chaque fois j'essaie de la faire courtois, mais à chaque fois ça me prend le dessus parce que je dis des choses et quand je dis des choses, ça dure un peu plus longtemps. Je vais pas vous le mentir, honnêtement, je vais pas vous le mentir. Donc là je vous ai montré les photos et maintenant la carte bah, du show. En revanche, des trucs auxquels sont mis à jour par rapport à ce qui s'était passé à Clash at the Castle, il faut savoir que j'avais pas, on va dire, dit des choses auxquelles je devais dire parce que là que le show venait d'arriver et auquel, dès que j'ai vu, j'ai dû allumer ma caméra comme d'habitude et en parler. J'aurais dû vous en parler que les cordes de Clash at the Castle, pas parce qu'elles sont blanches, hein, pas parce qu'elles sont blanches, mais parce que il faut savoir c'est que les poteaux du ring penchaient en avant et auxquels, à mon avis, ils ont dû bien ficeler pour s'assurer auquel peut-être que le ring ne doit pas lâcher. Alors que d'habitude ça ne s'est jamais arrivé. Je crois que ça ne s'est jamais arrivé avec l'histoire du ring. Mais là, c'est peut-être pour ça que Jade Cargill avait botché quand elle a voulu faire son springboard crossbody et auquel, vu comment elle avait glissé à cause, parce que les cordes penchaient en avant, et surtout les poteaux penchaient en avant. Donc il y a eu des histoires avec ce ring. Et du coup, il y a eu des botches. Et en parlant de Jade Cargill, bien sûr qu'elle a fait des erreurs. Ça, bien sûr, faut pas dire qu'elle est nulle, parce que nulle, je ne suis pas d'accord. C'est juste qu'elle manque beaucoup d'entraînement in-ring. Et je pense qu'elle devrait plus travailler sur son in-ring pour... même si j'avais dit éviter les erreurs, de toute façon, les erreurs, on commet toujours des erreurs. Voilà, on peut pas être charismatique H24. Et voilà quoi. Et pour revenir aussi à l'équipe de Alba Fire et Isla Dawn, même si elles avaient été championnes par équipe féminin, euh, on nous disait comme information que si elles sont championnes, c'est parce qu'elles sont talentueuses, c'est pas parce qu'elles sont écossaises qu'elles sont chez elles, c'est pas parce que non plus l'une des proches de l'une ou l'autre est décédée qu'on leur a donné le titre. Je crois que c'était la mère de Alba Fire qu'on avait entendu, enfin, que j'avais entendu parler sur les réseaux, comme quoi elle serait décédée d'un accident de voiture. Donc pour ça, paix à son âme, à la dame, enfin, à la mère de Alba Fire, pour être plus poli. Mais faut dire, c'est pas amusant qu'on apprend cette nouvelle-là. Bon après, moi ce qui m'amuse pas, c'est que on met, on va dire en haleine, c'est parce qu'elles sont talentueuses qu'elles sont championnes. Alors que moi je vous l'avais dit en vidéo que dans le roster principal, donc Raw ou SmackDown, on nous l'a pas présenté comme il se doit. Parce que oui, du côté d'NXT, auquel je regardais NXT, on nous l'a montré. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas, enfin qui ne regardent pas NXT et qu'ils ne savent pas à quoi ça donne et auquel on nous a pas présenté. Enfin, on nous a présenté vite fait, mais on retient très peu leur nom, c'est ça le pire. Mais bon, de toute façon, faut pas nous prendre pour des blaireaux. On sait qu'elles sont championnes, c'est parce qu'elles sont écossaises parce qu'elles sont chez elles
Et pour l'autre consolation, parce qu'elles sont championnes. Je peux peut-être dire des conneries, mais faut pas, on va dire, trop faire à l'envers. Bon, après, vaut mieux pas gâcher leur rêve, parce que de toute manière, leur rêve, c'est être dans le roster principal, de gagner des titres dans le roster principal. Donc ça, je peux comprendre ce geste. C'est un peu une démarche louable, et auquel, ben voilà, je pense que ça peut suffire. Ça peut vraiment, vraiment suffire. Et pour revenir au main event, et pour revenir aussi sur le 4 Punk, faut savoir que lorsque Damien Priest il a tenté son manœuvre auquel il a l'habitude de faire et auquel il s'était planté, bah, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est parce que ça, allez, les cordes et les poteaux du coin de ring étaient trop penchés en avant et que c'est à cause de ça auquel il a failli manquer son spot et failli se tuer quasiment. En revanche, on apprend que il a été blessé sur le genou ou peut-être la jambe. Moi qui est persuadé qu'il n'est rien finalement si, même si j'avais vu que dans le match il boitait parce qu'il avait vraiment mal, mais que ça l'empêchait pas d'utiliser des coups de pied karaté malgré la douleur qui régnait dans ses jambes. À mon avis, je pense que c'est pas une douleur très grosse, hein. Je pense que c'est une douleur légère, peut-être. Donc voilà sur le point là. Et pour revenir à CM Punk, oui, c'est vrai, je reconnais que j'avais dit que c'est un fils de la plage, donc fils de pute, si vous voulez, que je dise un peu vulgairement, que je le surnomme CM Pute pour ce genre bah, de, de coup de pute auquel il a fait. Faut savoir, ça fait partie du truc. Et que aussi je jouais le jeu. Parce que pour la storyline, ça fait partie du jeu. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de fans qui critiquent en ligne en disant ouais, CM Punk, machin. Ah, excusez-moi. Attendez, parce que je pense que mon chien a entendu quelque chose. Donc je poursuis avec ça. Vu comment je disais, ouais, les fans critiquaient en ligne par rapport, ouais, CM Punk, machin, il a baisé Drew McIntyre. C'est ce que je disais aussi. Mais moi, la seule différence entre les fans et moi, c'est que moi, je sais jouer le jeu. Et auquel faut pas prendre ça au sérieux. Parce que, comme je l'ai dit, j'adore CM Punk, mais là, c'est qui va se faire enculer. C'est parce que, vu comment là, il est devenu heel et qui, je pense que il est détesté de l'Écosse maintenant, et auquel Drew McIntyre va prendre sa revanche sur cet affront. Bon, après, faut dire que la rivalité va être chaude, hein. Comme je l'ai dit, la rivalité va être chaude et très dynamique, vu comment on sait maintenant toute l'histoire. Lors du Royal Rumble, Drew McIntyre blesse CM Punk sans le faire exprès, enfin, ouais, peut-être sans le faire exprès, alors que il disait qu'il souhaitait que cette blessure lui arrivait. Bien sûr, CM Punk, il était blessé au niveau du triceps, et auquel CM Punk allait souhaiter le malheur à Drew McIntyre. Donc les deux se sont souhaités malheur tous les deux, hein. L'un veut souhaiter le malheur qui blesse, et l'autre veut souhaiter le malheur du fait qu'il connaît que la malchance. Et bien sûr, CM Punk l'a arnaqué 2 fois. Bon, après, j'ai trouvé ça passionnant, hein. La première, c'était passionnant. La deuxième, on va dire, c'était un peu la goutte d'eau qui peut déborder le vase, hein. Mais peu importe le cas, je sais que la rivalité entre ces deux hommes peut être bon. Je sais que ça peut être bon. CM Punk en heel, ça pourrait marcher du tonnerre. Comme Drew McIntyre, ça peut marcher aussi. Comme en face, hein. Après, il y en a qui préfèrent CM Punk heel plutôt que face, hein. Il y en a qui préfèrent ça. Moi, je préfère un peu twinner, on va dire ça comme ça. Mais sinon, aucune haine envers CM Punk. J'ai zéro haine envers lui, c'est juste que j'ai vraiment joué le jeu à fond et il faut pas, on va dire, le prendre ça en compte. Donc voilà, c'est un avertissement auquel je tenais. Et pourtant, j'ai parlé de ce qui s'est passé à Clash of the Castle, je parle même pas du CD, c'est quand même incroyable. Oh là là là, qu'est-ce que je suis bête. Mais bon, c'est pas grave. Je poursuis au niveau du CD vu comment je l'ai pas poursuivi. Donc,
En bonus, eh ben, on a ben, l'histoire de la rivalité entre Air Fox et Ricochet. Et après, ben, highlight du show, comme d'habitude. Et ben, il n'y a pas de match dans le pré-show, donc dans la carte principale, il n'y a que cela. Vraiment tout cela jusqu'au main event. Et le premier match, ben, c'est Johnny Gargano contre Eita dans un no match. Donc le titre n'était pas en jeu. Je pense que c'était le titre Open the Gate, enfin Open the Freedom Gate, quoi, de la Dragon Gate, auquel Johnny était champion. Et auquel le match était bien pour commencer la soirée. Et voilà quoi, c'est tout ce que je peux dire, c'était vraiment bien, même si personnellement ça raconte rien, à part on sait pas qui est face, qui est heel, vu comment les fans ont une préférence pour les deux, donc on va dire que c'est un combat de face, avec, avec du selling bien sûr, vu comment les deux savent très bien vendre, et un peu des petits relais acrobatiques, et du leçon technique. Peut-être qu'il faut avoir l'idée de ça. Pourtant, Eita avait du potentiel, mais faut pas sous-estimer Johnny Wrestling, vu comment c'est Johnny Gargano qui remporte le match avec sa crossface à lui, et auquel ben, il arrive à soumettre Eita pour la victoire. Et à la fin, ben, vu comment il serre la main pour son courage et sa bravoure, et auquel ben, il va lancer ben, sa fameuse discours à lui, auquel ben, il met en avant lequel la structure est l'une des meilleures structures auxquelles il a jamais parcouru. Et j'en passe des mots, parce qu'après il se fait attaquer par John Davis, qui l'attaque et qui le fait 4 spinebusters dans le ring, pour lancer un message clair à Johnny Gargano, qui veut le titre. Donc il le promet qu'il veut le titre. Et que ça s'arrête ici. Pour ça, le match là c'est 3,50 pour le coup. Je poursuis avec un match pour par équipe, alors qu'il n'y a pas de titre en jeu. Zéro titre en jeu en tout cas. The Sen, donc Caleb Conley et Scott Reed, accompagné par... Attendez, accompagné par... Oh là, je m'y perds. Larry Dallas et Trina Michaels. Contre The Duf, Harry Canyon et Pinky Sanchez. Match basique. Peu d'histoire à raconter. En tout cas, il y a vraiment très peu d'histoire. Vu comment les faces ce sont The Duf et les heels ce sont The Sen. Vu comment The Sen c'est un peu les trous de balles de l'histoire et The Duf les gentils garçons dans cette histoire qui se défend contre contre les piraclures. Et pourtant, dommage pour eux, à cause des interventions de Larry Dallas et de Trina Michaels, ils se font avoir par l'un des deux, soit Caleb Conley ou Scott Reed, l'un des deux, auquel il va remporter la victoire, et que c'est victoire de The Sen. Simple à expliquer, donc 3,5 pour ce match-là. Un match auquel j'ai bien aimé, entre Sami Callihan contre Samurai Del Sol. C'était pas mal, vraiment vraiment pas mal. Bon, Samurai Del Sol, si vous savez pas qui c'est, il s'agissait de Kalisto, bien avant la WWE. Et maintenant, il catch au Mexique et je pense qu'il s'appelle toujours Samurai Del Sol. Et voilà, c'était pour un petit aperçu de qui s'agissait le gars masqué de samouraï, moitié dragon, moitié samouraï. Alors que Kalien, vous savez que c'est quelqu'un de très barbare, qui adore le hardcore et qui est vraiment vraiment fou, auquel il est un peu imprévisible, surtout au niveau in-ring, il est un peu imprévisible quand il s'agit de sortir des dingueries. S'il veut sortir un match classique, il fait un match classique, avec un niveau technique, avec du niveau grappling. Il pourrait en sortir profit. Après, quand il s'agit de la baston, que de la baston, uniquement sur le brawl, il peut le faire aussi. Vraiment, il peut vraiment le faire. Et malgré les prouesses athlétiques et agilité de Samurai Del Sol, ce ne sera pas lui qui réussira à en venir à bout de Sami Callihan, vu comment c'est Callihan qui en vient à bout de Samurai Del Sol.
Donc voilà pour l'expliquer. Donc c'est victoire de Sami Callihan sur son press finish et que c'est un 3,60 pour le coup. Voilà. Voilà. Maintenant, ben, un match de captain. Ouais, encore un match par équipe, mais 3 contre 3. Mais cette fois-ci entre The Gentleman Club, donc équipe composée de Chuck Taylor, Drew Gulak et Orange Cassidy. Oui, ce fameux attardé à poche, comme l'aime appeler Kozak. Je pense que à l'époque, Orange Cassidy faisait pas trop d'étonnes au niveau main dans les poches. Et aussi, vu comment il faisait pas ce mec flemmard auquel il adore de jouer les mecs flemmards, là, faut dire, il était autre chose, hein. Même s'il avait une gimmick d'un luchador masqué, et ça j'ignorais complètement. Mais il faut voir sur le Wikipédia, hein, parce qu'il faut le voir pour le savoir. Et, euh, et en face de eux, ben, c'est ACH, Shima et Rich Swann. Donc voilà, donc c'était très disputé au niveau du match. Je pense que The Gentleman Club, c'est une équipe de heel, parce que je vois mal équipe face. Donc oui, Chuck Taylor, Drew Gulak et Orange Cassidy étaient les heels, alors que les face c'était Rich Swann, Shima et ACH. Donc non, je ne suis pas en train d'inventer des conneries, c'est exactement le cas, c'était eux les face et eux les heels. Et pourtant, malgré que les heels dominaient ben, la moitié de l'entièreté du match, ce seront les faces qui vont enchaîner avec des multiples comebacks, changements rapides et travail à deux pour mieux travailler sérieusement. Et pour écarter les faces, enfin écarter les heels, pardonnez-moi, ils essayent un maximum d'obtenir la victoire, même si les heels reviennent toujours pour éviter que ce soit le compte validé. Et à un moment donné, ben là, faut mieux un peu donner d'importance aux face, vu comment ce seront eux qui vont réussir à en venir à bout de Gentleman Club, tout simplement. Donc, c'est victoire de ACH, Shima et Rich Swann. Et pour ça, ben, ce match-là, c'est un 3,40. Voilà. Ça, on pourrait faire le tour de ça. Et là, ben, je poursuis encore. Un match simple entre John Davis et Akira Tozawa. John Davis, c'est celui qui avait détruit Johnny Gargano au début du show, et auquel ben, il veut faire une exception avec Akira Tozawa. Oui, il aura fait l'exception, vu comment il veut prouver qu'il n'est pas là pour rigoler, et qu'il veut au moins le titre, vu comment ça peut être une grosse menace. Même si je me rappelle que pendant son entrée, il avait pris beaucoup trop de temps à regarder le public de haut en disant regardez-moi, je suis une menace, je vous fais peur, et vous êtes des minus, vous n'avez pas de physique ni de charisme. Donc il se met un peu en valeur, en avant, même si je pense que la mise en avant sera pas très de courte durée. Je sais pas si je l'ai bien dit correctement, mais ça va être de courte durée. Pour le reste de sa carrière, parce qu'actuellement je sais pas qu'est-ce qui devient John Davis, alors qu'Akira Tozawa c'est une star comique à la WWE, tout simplement, vu comment il traîne avec la Alpha Academy qui va peut-être exploser, vu comment on pourrait entendre des rumeurs comme quoi Chad Gable pourrait recruter les Creed Brothers, former un genre de Team Angle bis et qu'on transformerait ça en Team Gable. Bah faut dire ça aurait de l'idée. Inspiration à Kurt Angle, on fait tout comme Kurt Angle, on catch comme Kurt Angle, pourquoi pas, moi je suis preneur. Dans le match, même si Akira Tozawa, qui était le face, tentait de survivre face à John Davis, finalement, il aura beau tenter des coups, des prises, ça ne suffit pas à la puissance et à la furie de John Davis, parce que malgré sa corpulence, eh bien, il arrive à détruire les plus petits que soi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va détruire Akira Tozawa pour la victoire, je pense, avec un Spinebuster. Et voilà comment ça s'arrête. Donc voilà. Ce match-là, c'est un 3,5 aussi. Oui, je le mets ça.
3,5. Voilà. Et maintenant, Open the United Gate Championship Number One Contenders Match. À mon avis, c'est pour les titres par équipe. J'espère que j'ai bien compris le donne parce que là, il est même pas marqué tag team. Mais bref, peu importe. Vraiment peu importe. The Jimmies, donc équipe composée de Genki Horiguchi et de Ryo Seto. Contre The Super Smash Brothers, donc The Player Uno, donc joueur 1, et The Player DOS, donc joueur 2. C'est victoire de The Jimmies, hein. Parce que moi je mise même pas une pièce sur The Super Smash Brothers, hein. Même si c'est un nom qui a inspiré des jeux Nintendo comme Super Smash Bros, je ne misais pas une victoire sur eux parce que qui voudrait vraiment les voir gagner? Même si ça aurait de l'idée de les voir gagner avec un nom à la con, ça aurait pu de l'idée, mais c'est ce Jimmy qui remporte le match. Après, voir 5-6 minutes dans le match, environ. Bref, je fais pas les chiffres, hein, mais sinon c'est victoire de The Jimmys, et auquel c'est 3,20. Donc voilà. Et maintenant, le main event. Match de respect entre Air Fox contre Ricochet. Et le perdant doit serrer la main et doit demander le respect à l'autre. Donc à mon avis, c'est question de loyauté dans ce match-là. Auquel il faut venir peut-être au contexte entre la rivalité entre les deux hommes. Les deux faisaient équipe, étaient amis. Et au bout d'un moment, Ricochet a commencé à devenir de plus en plus ill en prenant le micro et en le trash talk de Air Fox, de quelqu'un d'inutile qui ne sert à rien, qui sera jamais personne dans le monde du catch parce qu'il n'est pas Ricochet. Donc environ, c'est ça ce qui lui est reproché. Alors que Air Fox, lui, voulait juste être ami avec Ricochet, que les deux gagnent ensemble les titres par équipe et qu'ils seront, on va dire, dans la même direction. Sans le vouloir, je savais pas que Air Fox utilisait les mêmes agilités que Ricochet, hein. Attention, Ricochet, c'est autre chose au niveau d'agilité et de acrobatie. Air Fox peut aussi jouer sur ce terrain, même si voilà, il n'est pas Ricochet, on le sait. On le sait qu'il n'est pas Ricochet, mais voilà. Ça a été un peu du Spotfest. Ça a été du Spotfest. De toute façon, la plupart des matchs, il y en a, c'est du Spotfest, hein. Comme les DVD auxquels j'ai cité, c'est que des Spotfest. Est-ce une bonne chose ou non? Ça dépend de vos goûts. Vraiment, ça dépend de vos goûts. Il y en aura toujours ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Auquel, dans ce match-là, j'étais partant sur une victoire de Ricochet. Je vais pas vous le mentir. Même si à l'heure actuelle, on ne sait pas où Ricochet va aller, même si on doute qu'il va à la EW. Voilà. En termes de news, aussi pour la WWE, pour revenir à ça, j'ai entendu dire que la Noah veulent collaborer pour prendre un catcheur du roster pour affronter un catcheur du Japon. Donc, ils ont choisi AJ Styles pour affronter Naomichi Marufuji dans leur propre show. Et là, je me dis, ouais, c'est pas con, c'est vraiment pas con, en sachant que ça pourrait donner un peu de la visibilité à la Noah. Est-ce qu'ils vont peut-être faire des collaborations avec la All Japan, enfin, le Marigold Joshin Pro Wrestling, et j'en passe des structures? J'en ai aucune idée, hein. Vraiment aucune idée. Et aussi pour passer à Drew McIntyre, il était même passé à la ECW, fédération anglaise, auquel il était champion là-bas. Donc voilà, un court passage auquel je tenais citer, même si ça n'a pas d'importance. Voilà. Concernant le match, c'est que des spotfest, que des acrobaties, et un peu des coups et du selling, parce que heureusement que le selling existe, parce que qu'est-ce qu'on serait sans le selling? Si personne ne sell, ça n'a pas de sens, et on détesterait. Il faut vraiment être demeuré, parce que c'est pas parce qu'on regarde du catch qu'on veut pas voir des hommes
auxquels ils ne veulent pas sceller. Il faut sceller au bout d'un moment. Il faut vraiment vendre. Et là, il y en a qui ont vendu. Même si j'étais partant sur une victoire de Ricochet, c'est finalement Air Fox qui arrive à bout de Ricochet, hein. C'est lui qui arrive à battre Ricochet et c'est finalement lui qui doit respect à Air Fox. Je pense qu'il va le faire. Après, peut-être qu'il va peut-être le trahir, on ne sait pas. Vu comment, là que j'ai à peine vu et après j'étais un peu distrait par rapport aux appels qu'on m'a demandé. Donc peut-être qu'il lui a donné le respect ou alors lui trahit le respect pour faire croire qu'il lui donne le respect alors qu'en vérité non. Je ne sais plus, mais on va dire respect de Ricochet envers Air Fox. Voilà, je dis ça comme ça au pif, mais voilà. 3,70 pour ce match-là, et ça s'arrête ici. Et pour les matchs et l'ensemble, c'est un 3,80. Et auquel je peux déjà clôturer cette vidéo s'il le faut. Même si vous sentez que des fois je sors pas toujours de vidéos, il faut savoir que maintenant j'essaie d'être un peu plus chill, j'essaie d'être plus tranquille, pas trop sorti de vidéos comme ça à la va-vite. Vous pouvez toujours regarder mes anciennes vidéos pour passer le temps s'il le faut, parce que rien ne vous prive. Même si j'avais été surpris que Orbat m'avait mis des messages concernant un match sur le Clash at the Castle et sur une vidéo des controverses dans le monde du catch. J'étais très étonné, mais auquel j'avais aimé répondre poliment, parce que cette fois-ci j'ai été poli, et auquel, voilà, si t'es toujours bienvenu, tu peux toujours réagir à mes vidéos, que ce soit WWE ou même AEW, si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà. Même si je sais pas si tu regardes la vidéo à l'heure actuelle, mais voilà. Au moins, si tu tombes dessus, voilà. Tu auras compris que je prive personne. Et vous pouvez toujours réagir, hein. Toujours réagir, si ça vous intéresse. Likez, bien sûr, comme d'habitude, hein. Donc je ne prive personne. Et moi je clôture directement la vidéo parce que j'ai pas envie de dire trop de la merde. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.